Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler d'actualité du Barça. On y va, c'est parti. Au passage, n'hésite pas à nous rejoindre si c'est pas encore fait et à partager la chaîne autour de toi, ça fera plaisir à tonton. La nouvelle est tombée hier après, je sais pas, bref, on s'en fout. Ronald Araujo est blessé et sera absent à peu près un mois, si j'ai bien compris, si j'ai bien suivi l'histoire. Voilà, donc ça, c'est un peu le... Ça nous tombait au nez, j'ai envie de dire, parce que Araujo était à deux doigts de la blessure à chaque fois, pendant toute la pré-saison, et là, cette fois-ci, c'est tombé, voilà, il s'est blessé. Et oui, évidemment. C'est un peu fatigant, là, on a quand même des joueurs qui ont tendance très souvent à se blesser, et certains critiquent la prépa physique de Xavi et son staff technique. C'était déjà l'excuse, j'allais dire, pardon, excusez-moi, les critiques qu'il y avait la saison dernière quand on avait beaucoup de blessés, alors que finalement les matchs s'enchaînaient, tout ça, et voilà. Voilà, là on a encore une fois la critique de Xavi, de son staff. Ça c'est la faute de Xavi si tout le monde se blesse. Bon, ce qu'il faut regarder déjà dans un premier temps, c'est que les mecs qui se blessent le plus souvent, les amis, c'est ceux qui se blessent le plus souvent. Non mais en gros c'est les joueurs les plus fragiles qui se blessent finalement. C'est logique, hein, tout jusque là je pense que je n'apprends rien à personne. Mais ce que je veux dire c'est que c'est les mecs, c'est toujours les mêmes qui se blessent quoi. C'est pas un tel qui va arriver d'un coup, oh grosse blessure, il s'est mal préparé. Non, c'est toujours Araujo, c'est toujours Christensen, c'est toujours Pedri. Toujours les mêmes qui se blessent. Ça commence un petit peu à fatiguer. Alors c'est pas forcément la faute du staff technique en soi, je pense, si tout le temps les mêmes se blessent. Mais les gars, il serait temps de réfléchir à quelque chose, de mettre en place peut-être des préventions pour éviter que les mecs se blessent à chaque fois. Il y a quand même un problème dans l'histoire. Araujo c'est... je crois, si je dis pas de bêtises, c'est 13 blessures en 5 ans, depuis 2018. 13 blessures. Alors, bon, il y a des coups, il y a des trucs. Il n'est pas tout le temps absent très longtemps, mais en tout cas, pas à chaque blessure. Mais souvent, il a tendance à se blesser. Alors, on le sait, le mec, c'est un bufflet, mais pourtant, il se blesse H24. H24, c'est un peu chiant. Christensen, c'est 14 blessures, je crois, ou 13 blessures, ou alors Araujo, c'était 14, je sais plus, à force de compter, c'est un peu compliqué, il y en a trop. Christensen, c'est 13 blessures depuis 2019. Donc même à Chelsea, tout ça, il y avait pas mal de blessures, tu vois. Donc voilà, en fait, c'est des joueurs qui se blessent tout le temps, comme ça. C'est Pedri, bon, vous le savez, et bon, on va pas parler de Dembélé, hein, la saison dernière, tout ça. Dembélé, il a passé toute sa vie depuis qu'il est au Barça à se blesser. Ce n'est pas forcément de la faute de Xavi et son staff, si le mec, il se blesse encore quand il y avait Xavi, tu vois. Voilà, tu peux pas prendre ça comme exemple en soi. Maintenant, il va falloir peut-être essayer de réfléchir à des trucs à faire, des trucs à mettre en place, de la prévention. Je sais pas, faire un truc particulier avec ces gens-là. Parce que ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Là, on se retrouve en début de saison où, déjà en pré-saison, Christensen s'est à moitié blessé en pré-saison. C'était compliqué pour lui de faire une vraie pré-saison, du coup, puisqu'il est blessé. Classique. Et là, Araujo, c'était pareil. Il était à deux doigts de la rupture contre le Milan, pas avant, je crois, mais je sais plus, mais contre le Milan en tout cas. Tottenham, il avait pris un coup, je crois, ou quoi, c'était un peu limite. Premier match de la saison. Et hop. On le sait, donc il a changé de poste. Il y en a qui vont te dire que peut-être c'est parce qu'il était latéral droit. Je ne sais pas. Je ne pense pas que ça soit vraiment la raison principale, disons. Son changement de poste d'un coup fait qu'il se blesse. Koundé est passé de défenseur central dans d'autres clubs. Il est arrivé au Barça, il a joué latéral droit. Il s'est pas forcément blessé, tu vois. Pourtant, il a tapé des accélérations de temps en temps. Maintenant, c'est vrai que peut-être que Ronald n'a pas l'habitude de taper des grandes accélérations, des grandes montées dans son couloir. Mais quand on joue très haut et qu'il y a des grands ballons en contre-attaque, des grands Vinicius qui arrivent et qui cavalent, eh ben Ronald il doit bien cavaler et taper une giga accélération pour aller choper la balle, tu vois, d'un côté. Le fait d'accélérer et de courir très vite vers l'attaque, c'est pas différent de courir très vite vers son but pour défendre, tu vois, en soi. Donc la raison, tu vois, elle est pas forcément là pour moi. La saison dernière, il a joué latéral à chaque fois qu'on a joué contre le Real Madrid. Il a joué latéral quand on jouait contre Manchester United. Il s'est pas forcément blessé à ce moment-là, alors qu'il jouait latéral, tu vois. C'est pas vraiment le souci. Après, c'est vrai que Ronald, c'est un mec qui a un jeu assez physique, qui va au contact, qui est tout le temps, qui met beaucoup d'intensité dans tout ce qu'il fait. Et même quand il boit son maté, je pense qu'il écrase le truc. Je sais pas, mais en tout cas, il met beaucoup d'intensité dans ce qu'il fait, donc forcément c'est peut-être aussi, il se met dans des situations où il peut plus facilement aller au choc et choper peut-être des blessures, j'en sais rien, je dis ça comme ça, mais c'est pas forcément ça, mais tu vois, en tout cas c'est pas un jeu où le mec il va éviter les contacts. Ronald il évite pas les contacts, on le sait. Donc bref, maintenant il va falloir trouver une solution à tout ça, parce que c'est bien beau d'avoir des blessures tout le temps, c'est pour ça qu'il nous fallait des doublures, c'est pour ça qu'Inigo Martinez est arrivé, bon il est blessé, mais c'est pour ça qu'il est arrivé aussi, c'est pour avoir des joueurs de qualité au cas où les mecs, les
titulaires se blessent. Donc c'est pour ça que peut-être aussi le club ne veut pas spécialement lâcher Eric Garcia, parce que si on vend Eric Garcia en soi, qui on va pouvoir aller chercher derrière? Pas grand monde, je pense, tu vois. C'est un peu le problème. Tu vends Eric Garcia, tu vas le vendre que dalle. Il vaut quoi? Il vaut 10 millions peut-être, un truc comme ça. Si tu arrives à le vendre 10 millions, déjà c'est quelque chose d'incroyable. Mais qui tu vas aller chercher derrière? Combien tu vas pouvoir mettre sur un défenseur? Et qui tu vas aller chercher à 5, 10 millions? Un top défenseur? Non, je ne pense pas. Donc c'est un peu ça la situation. Elle est complexe, on le sait très bien. Hein. De toute façon, financièrement, c'est toujours un peu compliqué. Cet été, on a fait venir Mikhail Faye, très gros talent. Potentiel en tout cas, il a impressionné tout le monde à l'entraînement, tout ça on est bien content, on l'a vu 10 minutes ou 15 minutes contre le Milan, il a montré quand même de belles choses pendant qu'il a joué ces minutes là. Et puis, comme je l'avais dit en fait, quand Mikhail Faye a signé, j'avais dit qu'il y avait des histoires un peu bizarres autour de ce joueur-là, dans le sens où il est parti, il s'est enfui de son pays, frère. Où est-ce que tu vois ça? Tu vois ça qu'au Barça? Pourquoi? Le gars est parti, il s'est enfui de son pays à travers un autre pays, je crois, je sais plus exactement, il est sénégalais, je crois. Il est parti du Sénégal en passant par le pays voisin, je sais plus exactement, j'ai plus l'histoire en tête, mais pour pouvoir après partir, s'échapper de son club au Sénégal, je crois. Et il est parti, il est allé jouer, je sais plus dans quel championnat, je sais plus exactement, Autriche ou un truc dans le genre, ou russe ou je sais. Mais tu m'as compris, ou en Ukraine, j'en sais rien, bref, un truc dans le genre. Et il est parti là-bas, tu vois, secrètement. Maintenant, le problème c'est qu'il a dû rentrer au pays pour régler ces affaires-là et régler les papiers, parce que pour le moment, il ne peut pas être inscrit ni avec la B, ni avec la A. Il ne peut même pas jouer parce qu'il doit être encore sous contrat là-bas. Il s'est enfui, frère. Il s'est enfui, il n'a pas rompu son contrat, il n'y a pas eu de trucs comme ça, il n'a pas été acheté, machin. Il est parti du jour au lendemain parce qu'il voulait partir. Avec son agent, il y a un délire chelou, son agent c'est son oncle, ses parents ils font entièrement confiance à son oncle il fait des trucs, des bails chelous, et ils sont partis là-bas. Donc bref, c'est des histoires rocambolesques, à dormir debout, mais du coup ça donne ça quoi. On se dit bah vas-y, on va faire jouer Mikhail Faye, on va pouvoir le mettre avec la A. Bah non frère, il a encore ses papiers là-bas à régler, il peut même pas être enregistré. Donc en attendant, qu'est-ce qu'on va faire pendant un mois? On espère déjà que un latéral droit va arriver, Cancelo, je dis ça au hasard comme ça. Ça parle de Fresneda aussi, forcément Fresneda, Cancelo, est-ce qu'on va signer les deux? Ça serait incroyable. Concrètement les amis, vous me demandez est-ce qu'on doit signer Cancelo ou un attaquant, ou alors Cancelo et Fresneda? Je pense que je partirais sur Cancelo et Fresneda. On a besoin de même plus d'un latéral droit. Imagine tu fais venir un latéral droit, il se blesse. Tachi derrière, t'as personne encore une fois. Donc franchement, pour une fois, ça serait pas incroyable? Tu passes de 0 latéral droit à 2 latéraux droit, ça serait incroyable les amis. On vivrait peut-être dans le bonheur, tu sais. Donc Cancelo, Fresneda en doublure, ça serait vraiment le bonheur. Je n'y crois absolument pas. Franchement, c'est très peu de chances que ça arrive. Même si on signe Fresneda, ça se trouve il partirait en prêt, un truc comme ça. Mais ça serait incroyable, franchement. On aurait des défenseurs centraux qui jouent uniquement en défense centrale. Comme ça, s'il y a un blessé, tu fais tourner. Tu as même le choix, le bonheur, le plaisir de pouvoir faire tourner un peu ta défense centrale. Tu aurais Araujo, Koundé, Christensen et Inigo Martinez et Eric Garcia dans le pire des cas, ou Mikhail Faye s'il règle ses papiers, ses dossiers là. T'as un peu de joueurs comme ça qui peuvent rentrer dans la rotation, tu vois, t'as le choix. Forcément Eric Garcia, tout ça, ce ne sont pas des premiers choix, mais au moins tu peux faire tourner, tu peux faire souffler les types. Parce que Araujo et Christensen sont deux des 3 défenseurs les plus importants de notre équipe, forcément, et ils sont H24 blessés. Il va falloir trouver une solution. Déjà dans le temps de jeu, il faut pas en abuser, mais en plus de ça, dans la prépa, il faut vraiment prendre soin d'eux, parce que là, c'est complexe. Donc autre tour d'actu, on va parler un petit peu de Joao Félix et Ansu Fati. Les dossiers sont assez liés pour moi, je l'ai déjà dit. Ansu Fati, s'il part, c'est pour qu'on fasse venir Félix en fait. Il y en a qui pensent peut-être que Félix va venir et que Ansu va rester. Pour moi c'est impossible que ça soit le cas. C'est impossible que ça se passe comme ça. Pour moi si Félix vient, c'est qu'on a fait partir Ansu Fati. On l'a vendu, on l'a prêté, j'en sais rien. Mais forcément les deux dossiers sont liés. Félix ne peut pas venir et Ansu rester, c'est pas possible. Déjà que Ansu Fati n'a pas beaucoup de temps de jeu les amis. Imaginez s'il y a Félix, Ansu Fati, plus tous les milieux. On sait que Xavi il va favoriser pour la plupart du temps, en tout cas on en a déjà parlé tout ça, mais son milieu à 4. Il veut jouer comme ça, c'est comme ça. Voilà, je dis que ça soit un bon choix, un mauvais choix, ça peut être un bon choix contre certaines équipes, un mauvais choix contre d'autres. Bref, ça c'est pas le sujet. Les faits sont là. Il va jouer la plupart du temps avec 4 milieux. Déjà, Gavi, il y a Gundogan, Pedri dans les milieux intérieurs offensifs, et il y a Gavi dans l'histoire aussi, dans l'équation. Donc est-ce que Gavi a perdu un peu sa place après l'arrivée de Gundogan? Tu vois, est-ce qu'on va faire tourner entre Pedri, Gavi, tout ça? Et en plus de ça, il y a Ansu Fati qui pourrait jouer à ce poste-là, mais pas en tant que milieu vraiment, mais
en tant que plutôt que le second attaquant. Donc si en plus de ça il y a Félix, c'est son poste concrètement. Si Félix il vient, ce qui serait pas forcément une mauvaise chose pour le Barça non plus, hein, en termes de football je parle juste, sans parler des trucs économiques, prépayants, tout ça, sans parler de tout ça, uniquement terrain, ça serait intéressant si Joao Félix il venait au Barça. Ça ferait un mec qui déclenche un peu, qui a une qualité technique, qui pourrait déclencher, trouver des solutions par lui-même, qui pourrait, si c'est bloqué, il va trouver un petit geste technique, passer dans un mini espace, un trou de souris, mettre un petit pont à un joueur et il va désorganiser tout ce bloc là, tu vois. Donc ça peut être une très bonne solution évidemment, Joao Félix. Maintenant, ne vous attendez pas à ce que Ansu Fati reste avec Joao Félix, ça fera trop de monde, c'est pas possible. Et puis même pour que lui il vienne, à mon avis, il faut faire de la place dans la masse salariale et il faut vendre quelqu'un. Et celui qui a la plus grande valeur marchande entre Ansu Fati, Ferran Torres, les attaquants, de toute façon il n'y a pas 50 choix, c'est soit Ferran Torres soit Ansu Fati qui doit partir. Bref, en tout cas les deux veulent rester, ça c'est ce qu'on sait. Vous avez dû voir la déclaration de Xavi tout à l'heure en conférence de presse, il a dit Ansu Fati est le présent et le futur et le patrimoine du Barça dans le présent et dans le futur. Donc ça veut dire, pour moi concrètement, c'est ce que j'avais déjà dit de toute façon, on savait pas où est-ce que Xavi voulait en venir en disant Ansu Fati on sait pas ce qui va se passer, blabla, machin, c'est un joueur important pour le Barça, donc pour le futur, tout ça, c'est un enfant de la Masia, tout ça. Donc on savait pas où est-ce qu'il voulait en venir. Est-ce que tu veux qu'il parte? Est-ce que ça te dérange qu'il parte? Est-ce que tu veux qu'il reste? Est-ce que c'est un joueur important ou pas? Qu'est-ce qui se passe, tu vois? Et concrètement, il l'a dit, c'est le patrimoine du club. Ouais. Donc en gros, moi, c'est ce que j'ai déjà dit. Je pense que Xavi, concrètement, il considère pas qu'Ansu Fati soit un joueur clé de son équipe, mais ça, on le sait tous. Sinon, il serait titulaire et il jouerait tous les matchs si c'était un joueur clé. Mais d'un autre côté, il a pas spécialement envie qu'il parte. Donc, on sait que là, le message pour moi, c'est un peu envers sa direction, tu vois. Un message un peu caché, même si Xavi, je pense qu'il a clairement dit à sa direction, c'est comme ça, tu vois. Mais là, il fait un petit peu peut-être passer le message en disant, Ansu Fati, moi, je compte sur lui, même si c'est pas un joueur clé de l'effectif, j'aimerais bien qu'il reste, tu vois. Et ça veut dire aussi que si Ansu Fati part, ça sera pas forcément de la faute de Xavi. Parce que Xavi, il veut pas spécialement qu'Ansu Fati parte, tu vois. Même si financièrement, si ça peut aider à faire venir Cancelo, des mecs que lui, il préfère dans les profils, forcément qu'il va pas être contre. Parce que lui, il veut jouer d'une certaine façon. Peut-être que lui, il veut Lo Celso et il se dit Lo Celso va être plus utile à mon équipe qu'Ansu Fati. Donc je préférerais avoir Lo Celso, tu vois. Et dans ce cas-là, si pour faire venir Lo Celso, il faut vendre Ansu Fati ou faire quelque chose comme ça, ça me ferait chier, mais allons-y, tu vois. C'est un peu ça le message, je pense. Donc le message, c'est qu'il a pas forcément peut-être envie de Joao Félix, que Joao Félix, c'est un choix concrètement de Laporta et de Deco, portugais, ami de Mendes, là, l'agent de Félix, l'agent d'Ansu Fati aussi concrètement. Donc il y a un délire comme ça avec Jorge Mendes, Laporta, Deco, et c'est pas forcément le choix de Xavi. Est-ce que si Joao Félix il vient en plus de ça, est-ce que Xavi va vraiment le faire jouer? Parce que s'il fait pas jouer Ansu Fati, qui est pas exactement dans le même profil que Joao Félix forcément, mais si déjà Ansu Fati joue pas, est-ce que si Joao Félix il vient, est-ce qu'il va vraiment jouer? Ou est-ce que Xavi va continuer à jouer avec un milieu à 4 pour la plupart du temps et Félix il aura de temps en temps un peu de temps de jeu? J'en sais rien, c'est ça le problème. Moi si Félix il vient, je le mettrai pour la plupart du temps titulaire parce que c'est un joueur qui peut t'apporter. Certes, il va t'apporter un peu moins dans le pressing, peut-être un peu moins dans le côté défensif qu'un milieu qui va un peu plus tenir la balle, mais c'est un mec qui va t'apporter énormément d'occasions, créer énormément d'occasions en attaque. Et ça, c'est ce que veut Xavi aussi. D'un côté, c'est, tu vois, je comprends pas trop. Mais si c'est pour qu'il vienne et qu'il joue jamais, ça sert à rien, forcément. On va faire un prépayant pour rien. Donc voilà, franchement, c'est un peu encore flou. Le mercato, là, il décoince pas parce qu'on attend aussi, on attend de recevoir de l'argent, hein, concrètement. Je crois que les mecs n'ont toujours pas payé, là. Vous savez, ceux qui ont racheté les parts des droits télé, là, de Barça Studio, des trucs comme ça, là. L'entreprise allemande qui est venue racheter les parts des autres qui voulaient pas payer, eh ben elles ont jusqu'à fin août, autour du 20, autour du 30, je sais plus exactement, pour payer les 20 millions. Ils doivent filer 20 millions. Et ces 20 millions là, parce qu'à la signature ils ont filé 10, ils doivent filer 30 je crois, à la signature ils ont filé 10 et ils doivent filer 20 maintenant. Et on attend toujours qu'ils nous donnent les 20 millions, bordel. Tant qu'ils n'ont pas donné les 20 millions, on va pas pouvoir bouger sur le mercato, je crois bien. En tout cas, c'est pas qu'on peut pas bouger, mais en tout cas, le Barça attend ces 20 millions pour pouvoir bouger et signer, enregistrer déjà, Marcos Alonso, si Marcos Alonso, il y a beaucoup de rumeurs de départ sur lui, Marcos Alonso et Iñaki Peña, pour les enregistrer dans l'effectif, on attend de recevoir les 20 millions. Et quand on recevra les 20 millions, il y a de très fortes chances qu'on bouge aussi sur Cancelo et qu'on boucle l'affaire, tu vois. Cancelo, s'il attend, tout va bien. Fresneda, ça commence à dire que le mec, il va pas attendre très longtemps et qu'il va partir, qu'il pourrait partir en Angleterre, il a des demandes, tout ça. Donc il va falloir se bouger un petit peu. J'espère que l'autre entreprise allemande, ils vont se bouger un
un peu le popotin, de nous filer la thune, parce qu'au bout d'un moment, frère, on va pas attendre l'argent qu'on nous doit pendant une plombe non plus. Faut pas abuser. Pas prendre les gens pour des imbéciles. Voilà, je pense que j'ai fait le petit tour d'actu. On se retrouve demain pour l'avant-match, les amis. D'ici là, portez-vous bien. Passez une très bonne journée.